Je m'appelle Louis-Henri de Bourbon, 7e prince de Condé, petit-fils du roi Louis XIV. Je suis né le 16 août 1692 et mort le 27 janvier 1740. Grand passionné de vénerie, c'est-à-dire de chasse à courre, j'ai confié en 1719 à l'architecte Jean Aubert la construction d'un bâtiment à la gloire du cheval, à quelques arpents de mon château de Chantilly. Je vous présente mes grandes écuries. On a dit que j'aurais fait bâtir mes grandes écuries car j'imaginais me réincarner en cheval après ma mort. C'est ce qu'on appelle la métempsychose. L'historienne et conservatrice du musée Condé, Nicole Garnier, sans doute la femme qui me connaît le mieux, n'est pas tout à fait d'accord avec cette légende. C'est une tradition à laquelle il est difficile de croire, d'abord parce qu'elle n'est pas attestée ni au XVIIIe siècle, ni au XIXe, ni même dans la première moitié du XXe. Et en fait, ce n'est pas du tout crédible dans la mesure où le duc de Bourbon est un prince chrétien. Donc il ne peut pas croire à la métempsychose, c'est des théories qui relèvent de religions exotiques. Il y a un gigantisme, il y a un effet de démesure qui fait qu'aujourd'hui encore, les visiteurs, quand ils viennent à Chantilly, s'attendent à ce que ça soit le château. Quand on voit les grandes écuries, on a l'impression que c'est le bâtiment principal. Chantilly doit montrer la puissance des Condés, leur pouvoir, et évidemment la magnificence des locaux, la splendeur des lieux, la grandeur des chasses à courre, des fêtes qui sont données à Chantilly doit démontrer cette puissance. Les grandes écuries, c'est pratiquement une ville. C'est au XVIIIe siècle l'endroit où vivent non seulement les palefreniers, non seulement les lades, non seulement le personnel de la vénerie, mais aussi les domestiques qui travaillent pour le prince de Condé au château. Derrière moi se trouvaient les stalles où étaient placés les chevaux des princes de Condé, où ils vivaient, où ils étaient entraînés, donc dans ce bâtiment qui est d'une taille complètement démesurée et en partie haute, donc on peut voir les fenêtres des logements où habitait donc tout le personnel des princes de Condé, donc plus de 300 personnes qui demeuraient dans les grandes écuries jusqu'à la Révolution. 300 personnes, mais aussi mes 240 chevaux et quelques 150 chiens. Les grandes écuries resteront inachevées. En 1735, les travaux stagnent. Le duc de Bourbon mourra en 1740 et donc les travaux ne seront jamais repris. Mais il était prévu qu'il y ait une seconde aile, tout à fait comparable à la grande nef où sont aujourd'hui les stalles des chevaux, qui sont installées donc de l'autre côté, au nord. Mes fils et petits-fils héritèrent du château et de mes grandes écuries, mais durent affronter les turbulences de l'histoire, et notamment la Révolution française. Le château fut en partie rasé, les jardins saccagés. Par miracle, mes grandes écuries, transformées un temps en casernes, furent épargnées. En 1830, le domaine de Chantilly fut légué à un petit-neveu de la famille, par ailleurs fils du roi Louis-Philippe, le duc d'Aumale. C'est ce petit duc d'Aumale, qui est un enfant de 8 ans au moment où il recueille l'héritage de son grand-oncle et parrain, qui va restaurer, qui va réaménager le château et les grandes écuries, et qui va le léguer en 1884 à l'Institut de France, qui en est toujours le propriétaire. En 1982, l'écuyer professeur Yves Bien-Aimé, insatiable créatif et amoureux du beau, alors âgé de 47 ans, tombe sous le charme de mes grandes écuries et décide de leur redonner leur faste d'antan en y créant un musée vivant du cheval. Quand je suis arrivé à Chantilly, j'ai eu un coup de foudre pour les grandes écuries. Je me suis dit, il faut que je les fasse connaître pour les sauver. Et on a pensé, ma femme et moi, après c'est une histoire de famille, on a pensé au musée vivant du cheval.
Le jour de l'inauguration, personne n'y croyait. Le seul sujet de conversation, c'était Bien-Aimé, en a-t-il pour 6 mois ou pour 1 an? Un quart de siècle après, quand j'ai quitté les grandes écuries, j'avais amené 4 millions de personnes. Tout le monde me demandait qui vous êtes, qui est derrière vous, etc. Le travail, les idées, c'est tout. L'une des brillantes idées de Yves Bien-Aimé fut de recréer en 1989 la statue de la Renommée, qui avait disparu du toit de mes grandes écuries au moment de la Révolution, pour être fondue en boulets de canon. La statue n'a que 4 mètres de haut, 4 mètres de large, mais c'est un chef-d'œuvre, une sculpture. On ne peut pas dire que... Mais quand elle n'est pas là, elle manque. Elle manquait. Prenez tous les tableaux du 19e siècle, jusqu'à mon époque, jusqu'à 89. Hein. Le bâtiment est long, plat. Puis la Renommée, c'est un peu, ça peut être le symbole de Chantilly, c'est le cheval et l'art. J'ai passé ma vie à créer, mais ce dont je suis le plus fier, c'est de mes 3 enfants. Ils m'ont dépassé en bonté, en création, en tout. Père de 3 filles, Yves Bien-Aimé a transmis en 2006 à son aînée, Sophie, la direction artistique et équestre de mes grandes écuries. Sophie, elle est l'âme parce qu'elle a connu le début. Elle maintient la rigueur. Et elle est beaucoup plus diplomate que moi. Moi, j'étais beaucoup plus cassant. C'était pas du tout comme ça. Pom, pom. Dans les grandes écuries, quoi qu'on puisse faire, tant qu'il y aura les chevaux, tant qu'il y aura ma fille, il restera une âme. Voilà. Là, il est bien, là. Oui, tu vois, bah là, il a remonté son garrot. Là, il est bien. Oui, oui. Essaye de le galoper un peu plus à droite, plus possible à droite. Oui. Non, toujours à droite. 3. Oui. 2, 3. 1, 2. Dès l'âge de 15 ans, Sophie Bien-Aimé assiste son père et participe aux différentes manifestations du musée vivant du cheval. À l'âge adulte, elle hésite un court moment avant de se consacrer à l'art équestre. Je devais préparer avec mon père le festival du cirque de Monaco. Donc je devais travailler tous les week-ends au musée pour préparer ces spectacles. Le service de presse pour lequel je travaillais me demandait aussi de travailler le week-end en janvier et c'était exactement les mêmes dates. Et cette directrice était amusante, elle m'a dit « Bon écoutez Sophie, c'est simple, hein, c'est ou votre passion ou votre travail, mais ça ne sera jamais les deux. » Alors du coup j'ai appelé mon père en lui disant « Écoute, prends-moi 6 mois pour préparer Monaco, moi j'ai vraiment envie de faire Monaco et après je trouverai bien un job d'attaché de presse à Paris. » Et finalement, je ne suis jamais repartie. C'est ce qui règne ici qui me plaît et qui m'a complètement attirée. C'est l'endroit qui me fascine. C'est les grandes écuries qui m'ont happée. Là, hop, pirouette. Ouh, en même temps, je crois. On va continuer. Attends. Il est 8 heures. Le public n'arrive que dans 2 heures, pourtant mes grandes écuries sont déjà en pleine activité. Sous la nef est, c'est l'heure du pansage, brossage, curage et graissage de sabots, des 3 ânes, 10 poneys, 25 chevaux de spectacle et quelques biquettes, que compte aujourd'hui le lieu. Parmi les chevaux,
des pures races espagnoles et lusitaniens, à l'image de ceux que je montais au XVIIIe siècle, mais aussi des chevaux de trait, des Allemands, des poneys mini Shetland. Des pensionnaires tendrement choyés par les 4 soigneurs et les 6 cavalières que dirige Sophie Bien-Aimée. Au quotidien, c'est gérer l'équipe, bien sûr, les cavalières, les palefreniers, c'est trouver les chevaux, donc les choisir, les acheter. C'est trouver surtout le couple qui va aller, c'est-à-dire choisir la cavalière qui conviendra au cheval et être capable de temps en temps de changer si vraiment les deux ne s'entendent pas, ça arrive. Et ensuite, par contre, ça, une fois qu'il y a vraiment une osmose entre le cheval et sa cavalière, je ne change pas du tout, je ne veux pas, parce que je veux que ce couple-là aille le plus loin possible et puisse trouver du plaisir à être ensemble, que la cavalière ait vraiment envie de faire progresser son cheval, qu'elle ait ce plaisir-là. Pour mener à bien sa mission, Sophie Bien-Aimée est aidée par la délicieuse Caroline Vitry, chargée du planning et de l'organisation générale. Alors Sarah, pour vendredi, je t'ai mis en PP l'après-midi. Donc tu pourras prendre tour à eau comme on a fait aujourd'hui, c'est parfait. Ok? Alors, Nemo, viens! Un travail important quand on sait que chaque année, ce sont quelques 350 présentations pédagogiques et 150 spectacles qui sont montrés au public. Instaurées au début des années 80 par Yves Bien-Aimée, les présentations pédagogiques ont pour but d'initier le grand public aux bases de l'équitation, mais aussi au travail de haute école que les cavalières des grandes écuries accomplissent avec leurs chevaux. Donc là, avec Morgane, on est à l'arrêt. Mais si on veut demander à nos chevaux d'avancer, de tourner, de trotter, de galoper, on va devoir communiquer avec lui. Pour cela, on va utiliser un code qui existe dans chacune des disciplines équestres. Ce sont les aides naturelles, c'est-à-dire que ce sont des aides qui font partie de notre corps. On a donc les jambes, les mains, notre poids du corps, la voix et bien sûr la main pour la caresse. Ces figures de haute école que sont le piaffe, le cabré, le pas espagnol ou encore la révérence, et dont chacun des chevaux des grandes écuries s'est fait une spécialité. Et hop! Oh! En ce moment, malheureusement, avec la démocratisation de l'équitation, je trouve que l'équitation de base s'est perdue. Et finalement, pour moi, je le vois quand je dois recruter des cavalières, c'est très dur de trouver une cavalière qui ait une belle position, qui soit avec son cheval, qui accompagne son cheval, qui ne soit pas ce qu'on appelle un cavalier clandestin complètement posé sur l'animal. Non, quelqu'un de présent, actif, énergique, qui existe, qui dresse, qui éduque, qui ait le sens du cheval. Ici, on a la chance d'être comme un petit conservatoire, on apprend, on apprend, on apprend. Et ça, c'est un état d'esprit qui doit demeurer. Il faut du temps pour que le cavalier et le cheval se connaissent. Le cavalier doit ressentir les moindres émotions de son cheval, les appréhender. Et notamment, Morgane et Nazar, c'est une complicité qui est très très longue. Parce que Morgane, dans sa vie au musée, est partie revenue 2 fois. Donc à chaque fois qu'elle partait pour des raisons privées, on redonnait son cheval à d'autres cavalières et jamais ça n'a été aussi joli à regarder que Morgane et Nazar ensemble.
C'est un cheval avec un fort tempérament, beaucoup de caractère, mais je crois qu'il a besoin aussi beaucoup d'amour. Quand d'autres cavalières le montent, qui ne sont pas très attachés à lui, il ne va vraiment pas donner tout ce qu'il peut me donner en spectacle. On a une grande complicité tous les deux. Je pense que pour un cheval à fort tempérament, il ne faut pas quelqu'un de nerveux, c'est sûr, parce que je pense que finalement ce serait trop électrique et je crois que ça ne marcherait pas. C'est vrai que moi je l'aborde avec beaucoup de patience en fait, beaucoup de patience et de récompense. Sa principale qualité, c'est qu'il a peur de rien et que c'est vraiment, il peut se passer plein de choses autour de lui, il sera tout le temps avec moi, en connexion. Sur les cabrets, moi j'ai vraiment la sensation de voler avec lui, de m'envoler et c'est super agréable. J'adore, ça me donne de l'adrénaline. C'est Federkiel, un cheval de trait allemand, un Schwarzwälder. C'est les chevaux de la forêt noire en Allemagne qui étaient utilisés pour débarder les bois. Et en fait, c'est vraiment une voie, une espèce en voie d'extinction, et le haras de Marbach, situé en Allemagne, essaye de réintroduire cette race. Donc tous les poulains qui naissent sont pratiquement tous castrés pour éviter toute consanguinité. Donc Federkiel est hongre et je l'ai eu à 2 ans et demi. Et là maintenant il a 9 ans, donc j'ai vraiment fait un petit peu le débourrage et tout le dressage sur Fed. Je savais que Élodie avait vraiment le feeling du cheval de trait. Et les chevaux de trait sont vraiment très, très forts, très puissants, énormes. Et moi, je n'ai pas ce feeling avec ces... Je les trouve trop impressionnants pour moi. Mais je trouvais que c'était sympa qu'on ait un cheval de trait avec une cavalière parce que ça change. Pour les spectacles, il faut toujours avoir de la variété. Et là, c'était une véritable différence. Son talent, c'est qu'elle est très à l'écoute et comprend très bien. Il apprend toujours avec plaisir et il donne, il donne, il donne. Donc ça, c'est génial. Dans cette éducation, il faut garder un côté ludique pour que le cheval s'amuse. Et parfois, c'est eux qui nous proposent, comme quand je l'appelle au galop et qu'il vient en mettant des coups de fesses, c'est un jeu, il adore ça. Ok, faites! Ce qu'il adore, c'est les galops arrêts. Ça, il adore, il se prend vraiment au jeu. Et doucement, Fedi. Et j'adore parce que moi, j'adore ce travail parce que je laisse travailler mon cheval. C'est-à-dire que quand je suis au galop, il galope dans un petit galop, mais j'ai les muscles décontractés et relâchés. Et lorsque justement je contracte, il ressent. Et là, il verrouille lui aussi ses muscles et hop, il peut planter. Oh! Vous voyez que même s'il montre voilà, cette énergie, hop, je suis après son point de confort et là, il est détendu et calme. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut demander de l'énergie, mais lorsqu'on stoppe, le cheval redescend en pression et il est calme et apaisé. La relation avec le cheval, ça c'est exceptionnel et j'adore cette relation que j'ai avec Federkiel.
Autrefois cadre de somptueux dîners, le dôme de mes grandes écuries a accueilli des hôtes de marque, tels que l'empereur Joseph II, le roi de Suède Gustave III, le tsar Paul Ier et le roi Louis XV. Cette coupole est aujourd'hui une salle de spectacle de plus de 600 places, qui compte en son centre, face à l'abreuvoir monumental, une piste de 13 mètres de diamètre, où ont lieu les spectacles équestres. Trottez. Galop. Indépendamment de cette gestion de l'écurie, j'ai aussi 3 chevaux à sortir. Et ça, c'est très important pour moi parce que c'est les pieds dans le sable et c'est pratiquer mon métier et essayer de progresser, être en recherche. Les gars, come here. Stay. Bien. Le cheval, c'est de la rigueur, c'est tous les mercredis, samedis, dimanches, et c'est le matin tôt. Donc ce sont des devoirs avec le cheval que vous avez, et ça qui sont inculqués par l'animal. Espagnol. Allez. Espagnol. Occupe-toi de moi, là. Voilà. J'ai toujours essayé d'avoir un cheval de liberté dans mon piquet de chevaux, parce que c'est un travail différent et qui développe une autre complicité que celle qu'on peut avoir à cheval et que je trouve très intéressante. Là, vous êtes vraiment proche du cheval, vous essayez de le comprendre autrement. C'est vraiment un geste égale une réponse, égale un mot, enfin un ordre. Et à la fin, il n'y a plus qu'à jouer de son petit doigt et le cheval va valser. Valser. Super. Attention, valser. Oui, très bien. C'est cette finesse-là que j'aime, mais qui vous remet beaucoup en question, parce que en fait, c'est un travail sur la concentration, sur le respect, chacun est dans son espace, faut pas qu'il me dépasse. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont assez difficiles. Hop, hop, hop. Voilà. Parfait. Vega est là depuis 10 mois. C'est un cheval très nerveux et mon premier travail, c'est de l'apaiser. Et maintenant qu'il commence à être un peu plus apaisé, ben, c'est quand même d'avoir, de savoir ce que je veux et de lui demander avec fermeté. Alors ça c'est toute la difficulté, parce qu'un cheval, si vous arrivez toute tremblante, pas du tout sûre de vous, il rigole. Donc ça va pas non plus, mais si j'arrive trop, faut composer. On tourne. On tourne, on tourne, on tourne. Voilà, bien. Extra. Tranquille, tranquille. Allez. En 2005, mes grandes écuries ont été rattachées au parc et au château de Chantilly afin de créer un grand domaine tel qu'il était de mon vivant au XVIIIe siècle. Actuellement présidée par le prince Aga Khan, la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly œuvre, pour le compte de l'Institut de France, à préserver et promouvoir ce lieu si cher à mon cœur. L'écrivain et grand défenseur de la cause équine, Jean-Louis Gouraud, est un visiteur régulier de mes grandes écuries. Salut Mickey. Il y vient un peu comme on vient en pèlerinage. Salut jeune homme. Dans cette religion du cheval, on peut dire que ici c'est une cathédrale, c'est une basilique, c'est un temple à la gloire du cheval.
Il est vrai que cet animal, le cheval, par sa noblesse, sa beauté, sa proximité des dieux, appelle des hébergements qui ne soient pas communs. Bien que les dimensions paraissent monumentales, gigantesques, le cheval n'y est pas réduit à un petit objet, il y a une espèce de proportion magique, qui est tout simplement le génie de l'architecte, qui fait que le cheval et l'homme sont en harmonie avec cette architecture qui n'est ni trop longue ni trop large. La présence de cet éclairage, de ces fenêtres, tout contribue à donner une espèce d'impression de, oui, pardon, d'utiliser les grands mots, mais de perfection. Tous ces musées du cheval, en général, sont plutôt des musées de l'homme, dans lesquels on montre, regardez comme nous, les hommes, on est intelligents, comme on a réussi à inventer des tas de trucs pour soumettre cet animal. Ici, ce n'est pas la muséification du cheval, c'est-à-dire le cheval n'y est pas figé, n'y est pas devenu une chose inerte, morte, et on conserve au contraire ici ce qui fait un de ses principaux attraits, qui est sa mobilité, son mouvement, son geste. Moi-même, qui suis une réincarnation d'un cheval, je suis un bipède, mais je suis persuadé d'être un ancien quadrupède. Quand je pénètre dans cet endroit magnifique, je me sens en effet chez moi. C'est un lieu qui a été construit pour moi. Aux côtés de la partie vivante des écuries, un véritable musée de 600 mètres carrés est venu s'accoler. Situé dans mes anciennes remises, où étaient rangées mes voitures à cheval, ce musée a été récemment rénové pour accueillir une quinzaine de salles thématiques. Séverine Aubert vous fait découvrir le lieu. Le nouveau musée du cheval a ouvert ses portes en juin 2013. Il est nouveau puisqu'il existait un ancien musée du cheval qui avait été installé dans les années 80 par Yves Bien-Aimé au sein des écuries dans la cour des remises. Ce musée a ensuite été fermé et puis a réouvert après une grande restauration à la fois du bâtiment et puis tout un changement de la collection et de la muséographie. Dans ce nouveau musée, on va découvrir vraiment l'importance du cheval pour la civilisation humaine en fait, à travers le temps. Et surtout, cette importance va être illustrée à travers des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'on va trouver bien sûr des objets, des selles, des fers, des morts, etc. Vraiment des objets quotidiens qui concernent le cheval, mais énormément d'œuvres d'art qui vont représenter le cheval. Donc des sculptures, des peintures, des miniatures. La plupart des objets qui sont aujourd'hui exposés dans le musée ont été restaurés juste avant l'ouverture du musée. Donc c'est le cas de 2 carrosses qui ont été complètement restaurés, ils en avaient bien besoin. Et puis c'est le cas en fait de quasiment tous les objets du musée qui ont au minimum été dépoussiérés et puis au maximum vraiment restaurés pour leur redonner un aspect présentable et aussi pour leur assurer des bonnes conditions de conservation. On a une charrette sicilienne qui date du 19e siècle, qui faisait partie de l'ancienne collection du musée. Traditionnellement, en fait, en Sicile, il y a des espèces de parades avec des charrettes très décorées. Et donc celle-ci faisait partie sans doute d'une parade, en effet. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est signée de son peintre, en fait, sous la charrette.
salle préférée, il s'agit de la salle sur les civilisations équestres. Je la préfère vraiment à toutes parce qu'elle présente vraiment le thème en fait, du musée, c'est-à-dire l'universalité du cheval. Dans un même espace, on va trouver des œuvres à la fois italiennes du XVIIIe siècle, et puis une miniature indienne du XVIIe siècle, et puis des chevaux chinois du VIIe siècle. Ces deux chevaux sont en effet devenus le symbole du musée. Ce sont deux chevaux de manège qui ont été sculptés au début du XXe siècle par deux sculpteurs, Denzel et Müller. Et contrairement à d'autres chevaux de manège qui sont représentés assez simplement, eux en fait sont des sculptures assez abouties. On voit la musculature des chevaux, l'un des deux a de vrais crins de cheval. Ils sont présentés vraiment comme de véritables sculptures et plus comme de simples chevaux de manège. Le musée du cheval existe parce qu'il y a la partie vivante et la partie vivante est complètement complétée par le musée du cheval. Donc il y a quelques passerelles en effet qui ont été créées, notamment on a une borne interactive sur les races de chevaux où vous pouvez découvrir à peu près 200 races de chevaux dans le monde, et quand une race est présente de manière vivante dans les écuries, on vous invite à aller la voir en vrai. J'ai vraiment le souvenir au début du musée d'être complètement ignare, ne rien connaître du milieu du spectacle et du milieu même du cirque, puisqu'on était dans une piste de cirque. Donc à l'époque, il y a 30 ans, franchement, le spectacle équestre n'était pas répandu. Donc on faisait de la haute école, mais c'était pas bien vu de faire du spectacle. Enfin voilà, c'était le début. Et surtout, eh bien, les premiers spectacles que nous avons faits, nous les avons faits avec Lucien Grus, qui lui était l'homme de cirque exceptionnel. Donc lui, ça a été mon premier professeur aussi. Pour qu'on ait l'air tout à fait à l'aise, etc., eh bien, il y a beaucoup de techniques et de préparation du cheval. Et c'est ça que j'aime en fait. C'est vraiment travailler le cheval, travailler la technique, amener un cheval à se présenter. Et ça, je trouve que c'est un challenge très amusant. Nous avons une création de Noël chaque année, puisqu'on s'est rendu compte que 30% de nos visiteurs revenaient. Donc il faut absolument changer le spectacle, la mise en scène, l'histoire. Et ensuite, on a une périodicité d'une création tous les 2 ans. Tout le monde s'investit dans le spectacle et ça c'est le plus important pour moi, c'est cette envie de partager le spectacle avec l'équipe et que l'équipe réagisse, donc ça c'est bien. Un spectacle c'est vraiment une création sur mesure. C'est ce que savent faire les chevaux aujourd'hui avec leurs cavalières, ce qu'elles arrivent à leur demander et à mettre en valeur sur la piste. Et ce qu'on fait aujourd'hui sera complètement différent dans 2 ans pour la nouvelle création parce que les chevaux auront évolué et les cavalières aussi. Donc c'est vraiment ça, c'est du sur-mesure en fonction du couple cheval et cavalier.
Benjamin Grain participe régulièrement en tant que voltigeur au spectacle donné sous le dôme de mes grandes écuries. Sur la croupe de ses percherons, Udo et Uka, il réalise des figures impressionnantes, demandant un travail permanent et minutieux. Uka, c'est un gros bébé de 900 kilos, un bonhomme. Et il a 6 ans, donc il est dans la force de l'âge. Un bonhomme. Globalement, les percherons sont d'un tempérament assez calme, acceptent bien toutes les conditions qu'on leur impose, les conditions de spectacle. Ils sont assez froids dans leur tête. Donc là, on trouve quand même un cheval assez charpenté, mais avec des membres assez fins. Voilà, ça reste un athlète avec pas mal d'influx et nous, on a besoin de ça aussi pour la voltige. Faut qu'il ait envie d'y aller parce que c'est quand même au galop pendant plusieurs minutes. La spécificité de mon travail, c'est la voltige à la jockey. Donc tout ce qui consiste en des sauts sur la croupe. Et on se sert du mouvement de galop du cheval comme source de propulsion pour des sauts au-dessus de sa croupe. Le debout en lui-même, on est dans un léger déséquilibre avant puisque le cheval avance. Et on est en plus dans un cercle, donc on est légèrement penché vers l'intérieur pour compenser la force centrifuge. Et l'idée, c'est de faire le saut, que ce soit le saut périlleux et même d'autres sauts, de rester dans son aplomb et dans ce petit déséquilibre qui est déjà donné, de simplement plier, pousser au-dessus de soi. C'est très très simple en théorie. On dit toujours qu'on arrive comme on part, c'est-à-dire que si on part pile dans le bon temps, on arrive forcément dans le bon temps. Après, si on a fait un mauvais départ, si on est parti un petit peu derrière, un petit peu trop devant, ou pas tout à fait avec le temps du cheval, il y a toujours moyen de corriger en l'air, mais ça c'est les années et les années qui nous donnent justement cette grammaire de rattrape. Ça fait bien 4 ans que j'ai vraiment envie de faire un spectacle sur la Corse et je ne trouvais pas. Et puis en septembre 2012, j'y suis retournée et avec mon mari, on a assisté à 2 concerts d'affilée de polyphonie. Et là, j'ai découvert plein de choses sur les polyphonies que je ne connaissais pas. Et puis c'est surtout la rencontre avec le trio Sarocchi qui m'a permis de pouvoir monter ce spectacle parce que l'idée, c'était vraiment d'avoir des chanteurs avec nous en live. Voilà, ça on n'avait jamais fait non plus. Là, bien. C'est très beau. Ben là, c'est pas mal, là, les filles. Oh, ben bravo. Christina et Caroline m'ont proposé le numéro du bâton. C'était une difficulté plus pour Caroline que Christina, dans la mesure où Christina a fait plus souvent de reine à la ceinture que Caroline, mais Caroline en avait déjà fait. Et là, la réunion des 2 entiers, ben, c'est pas facile non plus, parce que justement, ce sont des entiers. Alors au moment où ils tournent, ils essayent de se mordre un peu. Ouais, ils le cherchent.
Voilà, oui, là c'est très beau. C'est bien. En fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il s'est calmé et ça va venir. C'était le début. Ce n'est que le début. Mais bravo les filles. Alors la création d'un spectacle, de l'idée jusqu'à la première, varie bien sûr. Par exemple pour Cavalisté, ça fait au moins 4 ans que j'y pense. C'est beaucoup de recherches. Je suis allée voir des musées, j'ai beaucoup lu, aussi bien des romans que des livres concernant les traditions. Je fais des photos, je mets bout à bout et là vous vous dites mais qu'est-ce qu'on va en faire sous le dôme et sur une piste de 13 mètres. C'est la dernière ligne droite pour le spectacle Cavalisté. Dernier réglage, derniers ajustements avant la première dans quelques heures. Mes grandes écuries sont en pleine effervescence. L'intendante, Sophie Justin, court de la cave au grenier pour régler les derniers préparatifs. Les premiers spectateurs prennent place dans les gradins. En coulisses, les cavalières passent leurs habits de scène, avant quelques retouches de maquillage. Come l'antico guerriero che mangiava e via a cavallo, come vecchio mulattero che assaltava vecchia, come l'antico guerriero che mangiava e via. Cavalisté, c'est une invention, c'est Calisté, c'est l'île, belle île en grec, c'est comme ça que les Grecs appelaient la Corse. Et cavallo, c'est le cheval. Et donc, mon mari a eu l'idée de faire Cavalisté et je trouve que c'est très beau. Quand on monte des spectacles, c'est bien de ne pas toujours être dans le même registre aussi, de changer, de proposer, de montrer qu'il y a une autre créativité. Là, c'est profond. Voilà, c'est profond, calme, en harmonie avec la nature, je crois. Le cheval Campanero de Morgane et le cheval Nectar de Christina, bon, ils sont tous les deux bébrins foncés, donc c'était assez joli de les mettre ensemble. Mais après, ils n'ont pas du tout les mêmes allures, ils ne font pas du tout la même chose. C'était mettre en valeur le travail de Christina avec les rênes à la ceinture et avec ses gestes somptueux, parce qu'elle est somptueuse avec ses longs cheveux, qu'elle nous fait des pirouettes qui sont très élégantes. Il était évident qu'en voyant le cheval que monte Morgane dans le duo, il a un passage tellement étonnant que je me suis dit mais c'est un cheval qui nage. Et j'aime ce côté aquatique de l'animal et je le voulais vraiment dans un thème aquatique. Les ânes, c'est en voyant
Le musée de Corté, que j'ai vu cette image des femmes avec leur petite galette sur la tête, c'est drôle. La difficulté, c'est toujours de mélanger les deux arts, l'art équestre et le chant. Et c'est vrai que certains de nos chevaux découvraient et sont avérés un peu inquiets. Ça fait vraiment partie de notre métier que d'associer les chevaux à plein d'autres choses et qu'ils apprennent et qu'ils aient confiance. Mon bonheur, c'est d'arriver ici déjà, c'est le lieu, c'est d'être là. C'est préparer les chevaux pour les spectacles, c'est cette complicité avec l'animal, c'est ces moments de vision de beauté. C'est de travailler avec cette équipe parce que j'adore vraiment cette équipe. C'est cet ensemble en fait, c'est un bonheur quand même quasi permanent. J'espère qu'il y aura toujours des spectacles, parce que ça fait vraiment le charme du lieu. Une école, ça aussi c'est important, qu'on ait transmis ce qu'on a appris là, que ça reste, oui. Ça, ça j'aimerais bien, oui, ça serait beau. À bientôt 300 ans, mes grandes écuries sont toujours debout, plus vivantes que jamais. Je forme le vœu qu'elles le restent, longtemps encore. Si vous passez par Chantilly, venez. Qui sait, nous nous croiserons peut-être.